Bonjour Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann. Dépasser les querelles à gauche pour s'inviter dans le duel Rassemblement National Renaissance. Voilà la stratégie de Raphaël Glucksmann. On peut parler de Raphaël Glucksmann, par exemple, qui, pour le coup, vote beaucoup de textes comme nous. On a partout sur le continent européen une vague d'extrême droite, déjà, qui menace les institutions. Et qui, à mon sens, aurait sa place chez nous. Et moi, j'ai un mec qui est super riche et qui paye ses impôts et qui ne cherche pas à y échapper et qui contribue à l'effort national. J'ai aucun problème. On est clairement dans un moment Glucksmann. Si on ne se lève pas aujourd'hui, demain c'est mort. Dès le début de sa campagne, Raphaël Glucksmann, tête de liste du Parti socialiste pour les élections européennes du 9 juin prochain, a expliqué pour défendre sa candidature qu'elle devait permettre de sortir de ce qu'il appelait le triptyque Macron, Mélenchon, Le Pen. Il suggérait ainsi que le débat public, à quelques mois de ces élections, valorisait principalement les macronistes, les insoumis et l'extrême droite. Mais la réalité est un peu différente. Vous espérez relever le drapeau de la gauche socialiste. Le candidat est aujourd'hui crédité d'environ 10% dans les sondages, derrière le Rassemblement National et derrière Renaissance, mais en tête des partis de gauche. Il espère même arriver en seconde position, à doubler la majorité dans ces européennes. On voit qu'il y a une poussée de Raphaël Glucksmann dans les sondages, en tout cas. Est-ce que ces européennes elles peuvent marquer le vrai début de la fin pour Jean-Luc Mélenchon ? C'est une possibilité forte. On est clairement dans un moment Glucksmann. Il est parfaitement exact que la presse et les médias dominants s'emploient, depuis le début de l'année 2024, à mettre en scène un affrontement présenté comme inéluctable entre d'une part le parti présidentiel et d'autre part le Rassemblement national, systématiquement donné comme le grand gagnant des européennes. La une du dernier numéro de La Tribune dimanche, le supplément dominical du journal économique La Tribune, qui est une espèce de concentré hebdomadaire de tous les partis pris du journalisme mainstream, était à cet égard tout à fait révélatrice, puisqu'elle proclamait avec beaucoup de complaisance que Jordan Bardella, candidat du RN, crédité de 30% d'intention de vote dans les sondages, était, je cite, presque irrattrapable. La presse et les médias ont donc bel et bien installé à droite un diptyque Macron-Le Pen. Mais à gauche, contrairement à ce que suggère Raphaël Glucksmann, ce ne sont pas du tout les insoumis qui ont la faveur de cette presse et de ces médias, qui s'emploient au contraire de toute leur force à les disqualifier. Et c'est carton rouge, oh non! Et voilà ce que je redoutais, c'est épouvantable! Pour bien le comprendre, il faut remonter au début des années 1970 et à la publication du programme de gouvernement du Parti socialiste que nous avons déjà évoqué dans cette chronique et qui a permis à François Mitterrand d'être élu président de la République en 1981. 5, 4, 3... 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Quand on le relit aujourd'hui, un demi-siècle plus tard, ce document frappe rétrospectivement par sa relative radicalité. Il promettait par exemple une augmentation substantielle des salaires et traitements et précisait que le salaire minimum progresserait plus vite encore. L'âge de la retraite serait ramené à 60 ans pour les hommes et à 55 ans pour les femmes, et l'État organiserait le contrôle des prix des produits de première nécessité. Les socialistes annonçaient aussi très clairement leur volonté de maintenir une certaine indépendance économique au sein de l'Union européenne. Le gouvernement de la gauche, expliquait leur programme, devra obtenir de ses partenaires européens le respect de la marge de manœuvre indispensable aux pays membres pour conserver la maîtrise de leur politique nationale. Cette exigence était formulée dans un but précis. Le Parti socialiste souhaitait pouvoir étendre en France le secteur public. Pour lui, en effet, de nombreuses entreprises privées devaient être, je cite, arrachées au capitalisme pour être nationalisées. La suite, comme on le sait, a été beaucoup moins rigolote. Quelques mois après son élection, Mitterrand s'est empressé de renier ses engagements pour négocier ce qui a alors été appelé le tournant de la rigueur. Ce que j'attends de lui n'est pas de mettre en œuvre je ne sais quelle forme d'austérité nouvelle, mais de continuer l'œuvre entreprise adaptée à la rigueur des temps pour que nous sortions au plus vite du creux de la tempête. C'est-à-dire, pour le formuler de façon moins contournée, sa conversion pleine et entière
au libéralisme économique le plus débridé. Quand Pierre Mauroy met en place la rigueur en 1983, qui est assez classique, c'est-à-dire augmentation des impôts, dévaluation, puisqu'il y a une dévaluation au mois de mars 1983, blocage d'un certain nombre de dépenses publiques, dont le début d'ailleurs des suppressions d'emplois, puisqu'on ne remplace plus 1 sur 3 des fonctionnaires qui partent à la retraite, déjà à l'époque. Donc quand on met en place ces mesures, tout le monde lui dit, vous faites la même chose que Raymond Barre, vous faites donc de l'austérité. Par la suite, à chaque fois que les socialistes ont été aux affaires, ils ont refait exactement le même coup. On l'a un peu oublié, mais c'est par exemple le socialiste Lionel Jospin, Premier ministre de cohabitation de Jacques Chirac entre 1997 et 2002, qui a très tranquillement procédé au plus grand nombre de privatisations de l'histoire de la Ve République. Quant à François Hollande, qui avait été élu président de la République en proclamant que son ennemi était la finance. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Il a passé son quinquennat à lui offrir de magnifiques cadeaux, comme la loi travail ou le crédit d'impôt pour la compétitivité ou l'emploi, le CICE. Ces efforts ont bien sûr été chaudement applaudis par la presse et les médias, qui ont inventé une expression pour désigner cette gauche qui trahit systématiquement ses promesses. Ils l'appellent la gauche de gouvernement. C'est-à-dire une gauche dont les éditorialistes savent qu'elle est suffisamment de droite pour qu'ils la laissent gouverner, car ils savent que jamais elle ne remettra en cause l'ordre néolibéral. Alors oui, je pense que le PS, je suis désolé, je pense que le PS doit mourir. En 2022, ces mêmes éditorialistes et journalistes ont donc très modérément apprécié la constitution de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la NUPES, emmenée par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, dont le programme, bien moins radical que ne l'était celui du Parti socialiste avant l'élection de Mitterrand, renouait tout de même avec quelques principes de base, comme par exemple une meilleure redistribution des richesses, passant notamment par une hausse de la taxation du capital. On a des sociodémocrates qui se livrent à des néo-bolcheviques. Pour le PS, c'est une humiliation. Le Parti socialiste s'est assis sur toutes ses convictions. Mitterrand, Marchais se retourneraient dans leur tombe. Depuis 2 ans, la NUPES a donc été systématiquement attaquée. Pour ne citer qu'un exemple, Le Monde, qui est toujours considéré en France comme le journal de référence, la présente à longueur d'articles et de chroniques comme une formation extrémiste, suggérant ainsi qu'elle est aussi dangereuse que l'extrême droite. Raphaël Glucksmann l'a parfaitement compris et ne cesse quant à lui de répéter qu'il faut en finir avec ce qu'il appelle la ligne de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire avec la ligne de rupture avec le modèle économique dominant autour de laquelle la NUPES s'était rassemblée en 2022. Bien sûr, et très logiquement, ce positionnement vaut à Glucksmann d'être acclamé par la presse et les médias. On peut très facilement le vérifier en revenant au dernier numéro de la Tribune dimanche. On trouve ainsi à la page 6 de ce numéro un long article expliquant que selon un sondage commandé par le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, l'opinion française soutient toujours l'objectif poursuivi par Israël et, je cite encore, condamne largement l'antisémitisme. Et juste en dessous de cet article, un encadré proclame, c'est son titre, que ce sondage constitue un désaveu pour la ligne de la France insoumise. Cette mise en page n'est bien sûr pas neutre. Elle suggère, sans le dire explicitement, que la ligne des Insoumis, qui est précisément celle avec laquelle Raphaël Glucksmann explique vouloir rompre, est pour le moins douteuse, puisqu'elle est désavouée par les sondés qui condamnent l'antisémitisme. Il y a un parti antisémite aujourd'hui en France, c'est la France insoumise. Ce sont David Guiraud, qui s'est illustré tout récemment, Louis Boyard, Daniel Obono, Mathilde Panot, les voilà les antisémites d'aujourd'hui, sous la direction éclairée de Jean-Luc Mélenchon. Dans le même numéro, et par un édifiant contraste, un autre article proclame que Raphaël Glucksmann bénéficie quant à lui d'une magnifique dynamique qui lui a permis, je cite, de consolider son statut de 3e homme du scrutin européen du 9 juin prochain, et qu'il est désormais, je cite encore, le nouveau vote utile à gauche. Pour la Tribune, l'explication de ce qui est donc présenté comme une admirable performance est la suivante. Glucksmann, explique le journal, a imprimé sa marque avec une mesure phare, taxer les plus riches au niveau européen pour financer la transition économique et sociale. Fermez les guillemets. Ce que cet article ne dit pas, c'est que la France insoumise demande depuis toujours que cette taxation des hauts revenus s'applique d'abord au niveau national, au patrimoine des Français les plus riches. Ceux qui sont à un bout payent rien et les autres payent pas grand-chose. Donc non, ça c'est fini. Ça c'est fini, ça. Pour 2 raisons. D'abord, il y aura 14 tranches, donc on répartit l'effort.
Ceux qui ont le plus, bah oui, il va falloir qu'ils donnent plus. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Il faut bien que ça vienne de quelque part. Or, ils ont beaucoup. On est le record du monde d'Europe des millionnaires. On est le pays qui donne les plus gros dividendes à ses actionnaires. Bon, ça va quoi, la fête est finie. Le socialiste Glucksmann se montre donc beaucoup moins exigeant, puisqu'il propose quant à lui que cette taxation soit décidée au niveau européen, avec toutes les difficultés que l'on imagine. Pour le dire autrement, le programme de Glucksmann se caractérise d'abord et avant tout par sa tiédeur et par une mesure phare dont la particularité première est qu'elle n'a à peu près aucune chance d'être adoptée. Valérie Hayet, tête de liste macroniste pour les élections européennes, ne s'y est d'ailleurs pas trompée, puisqu'elle a déclaré que Glucksmann avait, je cite, toute sa place chez les macronistes. Vous considérez que Raphaël Glucksmann, le candidat soutenu par le Parti socialiste, au fond, devrait être sur votre liste ? Quand on regarde ses votes, on vote 90%. La même chose. Alors lui dit, il corrigeait ce matin, il dit 80%. 90%, j'ai vérifié. Ah bon ? Oui. C'est tout à fait exact. Et c'est précisément pour cette raison que ce candidat droito-compatible bénéficie désormais des complaisances et des faveurs de la presse et des médias, qui ne veulent surtout pas qu'une gauche trop revendicative prenne trop de place dans le débat public et qui ont parfaitement compris qu'il devait donc imposer à 2 mois des élections européennes un triptyque Macron, Glucksmann, Le Pen. Raphaël Glucksmann, Sarkozy, pour vous, est celui qui brise les tabous, comme les leaders de 68, c'est celui qui se montre libre et insolent, comme en 68. Sarkozy, par sa personnalité, par son comportement, opère ce qu'on appelle une désacralisation de l'État. Il change par sa personnalité et la société change dans son rapport au pouvoir avec Sarkozy. C'est surtout le premier président qui ouvre les vannes de l'État et qui fait appel à la société civile.